Bonsoir à toutes et à tous, je suis Stécie Algrin, la fondatrice de Penser l'après, la série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un hors-série organisé en partenariat avec En Route du Monde au programme L'indépendance des médias. Avec nous pour en parler, trois personnalités au parcours très différents, mais qui sont réunies par un intérêt commun pour le monde de la presse. Alors tout d'abord, nous avons Julia Cagé. Vous êtes économiste spécialisée sur l'économie des médias et le financement de la démocratie. Vous êtes également la première femme à avoir été élue à la tête de la Société des lecteurs du monde et vous avez publié en 2015 un livre intitulé Sauver les médias. Mais surtout, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de la campagne que vous avez lancée très récemment qui s'appelle En bout du monde et on aura l'opportunité d'y revenir un peu plus tard dans nos échanges. Avec nous également Franck Hanez, vous êtes le fondateur de SoPresse, la société d'édition presse libre et indépendante à l'origine du magazine SoFoot, mais surtout Society, qui a un peu rythmé tout notre été avec ses deux éditions sur Xavier Dupont de Ligonnès. Donc ça a été un peu ce qui nous a permis de nous évader pendant ces vacances. Et enfin, last but not least, avec nous, Anne-Sophie Novelle. Vous êtes autrice, réalisatrice, mais également journaliste. Quelque chose voilà, que vous avez commencé depuis toute jeune, puisque lorsque vous étiez étudiante, vous avez lancé le journal À l'évidence dans Le Monde. Et en 2019, vous avez réalisé avec Flo Laval un documentaire intitulé Les médias, le monde et moi. Donc trois personnes voilà, qui ont un intérêt quand même particulier sur les médias, sur la presse et le monde du journalisme. Donc on est ravis de pouvoir échanger avec vous ce soir. On est ravis d'être là. Donc finalement, ma première question serait pourquoi cet intérêt pour la presse? Elle est pour qui la question? Pour tous les trois, évidemment. Elle est pour toi, Julia. Mais moi, quand j'étais petite, je voulais faire le métier d'Anne-Sophie et de Franck. Non, c'est vrai, ça m'a toujours fasciné les médias, mais surtout à quel point les médias étaient complètement indispensables au bon fonctionnement de la démocratie. À chaque fois que je vois une élection qui se déroule bien ou plutôt d'ailleurs mal, et là on est encore en train de vivre les dernières heures de l'élection aux États-Unis, on s'aperçoit que l'information qui est à disposition des citoyens est un élément clé. Si je prends juste par exemple l'exemple du fameux discours de Donald Trump mercredi matin chez nous, il était encore mardi soir aux États-Unis où il proclame sa victoire, il dit qu'il va faire appel à la Cour suprême. En fait, il commence tout son discours en donnant beaucoup de chiffres, beaucoup plus que Biden d'ailleurs juste avant lui. Il donne tous ces chiffres en disant que certains États ont été cold alors qu'ils n'ont pas encore été vraiment. Et finalement, il se tait et on rebascule. Alors ça dépend ce que vous regardez à ce moment-là. En l'occurrence, je regardais CNN, on rebascule sur CNN et là, heureusement qu'on a quoi? Les médias, des journalistes qui sont là pour vérifier l'information et qui disent sur tel état, en fait, c'est pas vrai ce qu'il vous a dit. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas ce filtre, vous avez des citoyens qui finalement sont un peu paumés et à la merci de la propagande de tel ou tel. Et c'est vrai que moi, qui suis une économiste un peu particulière, entre guillemets, parce que mon objet d'étude, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas la croissance, ce n'est pas l'industrie, mon sujet d'étude, c'est la démocratie. Pour moi, ce qui est vraiment central là-dedans, c'est la question des médias. Et pour vous, Franck, par exemple, qui avait lancé SoPresse, pourquoi finalement est-ce que vous avez décidé de vous orienter dans ce domaine, alors que ce n'était pas forcément le domaine vers lequel vous étiez prédestiné? Pourquoi la presse papier? Alors, pourquoi la presse papier, hein, c'est ça ta question? Ouais. En fait, très simplement parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter des histoires. Et il se trouve qu'il y a un modèle économique avec la presse papier qui paraît un peu old school, mais qui malgré tout est un modèle économique. Et moi, je n'ai pas tellement l'âme d'un start-upper. C'est-à-dire que j'ai du mal à cramer l'argent des autres. C'est un truc que je ne sais pas faire. Et je suis pas du tout... je ne considère pas que c'est mal de le faire. Je ne sais juste pas le faire moi. Et donc, moi, j'ai été élevé en comptant les centimes pour faire gaffe. Petite économie un peu de terrien. Et donc, du coup, ce que je sais faire, c'est faire des modèles de petits artisans, où en fait, avec l'argent qu'on gagne, on arrive à faire les choses qu'on a envie de faire dans la mesure qui est permise par l'argent rapporté. Donc, c'est vrai. Pour le coup, j'ai une approche presque plus d'économiste que de journaliste.
C'est-à-dire que nous, on a trouvé un modèle économique, en fait, basiquement. On a d'autres médias par ailleurs, on a des médias digitaux. Et sur le digital, j'ai beaucoup plus de mal à trouver des modèles économiques pertinents et qui nous permettent de faire des choses qui nous paraissent vraiment satisfaisantes et avec l'ampleur qu'on a envie d'y apporter. Donc, voilà, on a des lecteurs, ils payent pour un journal et ça nous fait vivre et ça nous permet de faire des enquêtes ou des reportages ou des portraits ou des entretiens, peu importe. Mais en tout cas, c'est ça qui nous permet de vivre. Et sans ces lecteurs et ces lectrices, on n'existe pas. Et tout notre modèle est basé là-dessus, quoi, en fait. Et sur le fait que, donc plus que le journaliste d'ailleurs, plus que la presse, c'est un média payant, enfin une information payante qui me paraît être de temps en temps très importante parce qu'elle est garante d'une certaine liberté, d'une certaine autonomie et d'une certaine indépendance. Donc jusque-là, on a eu la vision économie des médias, on a eu la vision également de la presse vraiment qui publie chaque mois des quotidiens, etc. Et on a aussi une journaliste avec nous, donc Anne-Sophie. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé finalement à prendre la plume? Alors moi, je suis économiste de formation aussi, en fait, et c'est pendant ma thèse que j'ai commencé à prendre la plume. Alors à l'évidence, ça date, hein, c'était en 2006 et c'était juste un blog à l'époque que j'avais ouvert en effet sur la plateforme du Monde. Mais ça partait d'un constat, c'est que dans le cadre de mon cursus universitaire, je croisais des informations qui pour moi étaient fondamentales pour l'avenir de nos sociétés et que je ne trouvais pas traitées suffisamment dans la hiérarchie de l'information dont on dispose dans les grands médias, en fait, sans avoir besoin d'aller sur des médias spécialisés. Et je me suis dit, ça, c'est pas possible. Donc, j'ai commencé à me renseigner plus en détail sur ces questions d'environnement, d'écologie, de développement durable que je trouvais vraiment sous-traitées. Et de fil en aiguille, je me suis dit, j'ai toujours aimé le journalisme. Je ne pensais pas y venir si tôt. Je voulais au départ travailler en ONG ou avoir un début de carrière. C'est pour ça que j'avais fait une thèse pour me laisser du temps, etc. Et en menant ma thèse de jour, le bloc de nuit sur ces découvertes que je pouvais faire, de fil en aiguille, j'ai monté un projet associatif et ça a tellement bien marché que le journalisme est venu à moi plus tôt que prévu. Et quand j'ai rencontré Pierre Aski, voilà, c'était rue 89 cartonné. Et un jour, je lui dis, est-ce que je fais une école ou est-ce que tu crois que je peux me lancer comme ça? Et donc, Pierre m'a dit, non, viens un peu à la rédac à rue 89, on va bosser ensemble, t'écris tous les jours. Et j'ai commencé comme ça. Donc, c'était fin 2009, début 2010. Et donc, je suis indépendante. Je travaille en freelance en tant que pigiste et ça me va très bien. Je suis un peu un électron libre. J'adore travailler en équipe, mais j'ai aussi cette capacité à m'adapter à mes envies, aux enquêtes que j'ai envie de mener, aux équipes que je croise. Et cette enquête sur les médias là, que j'ai menée pendant 5 ans, elle est née de toute cette réflexion, des expériences que j'ai pu accumuler dans différentes rédactions de presse comme Le Monde ou Le 1, ou de trucs plus spécialisés comme Kaizen, Oui Demain, même un peu So Good là récemment. Et tout ça a nourri en fait un parcours, une réflexion, des envies. Et finalement, l'envie d'aller voir ailleurs comment ça se passait dans ce traitement médiatique, avec plein de choses à révéler sur la vitalité des médias. Et à la question qui était pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez d'écologie dans les médias, il a fallu que j'aille plonger dans l'écologie des médias, que j'aille creuser dans cet écosystème pour obtenir des réponses. Et même si c'est compliqué aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de belles choses à faire. Donc moi, je reste pas optimiste, juste une possibiliste qui se dit faut tenter, faut y aller. Et là, on a des beaux exemples aussi, quoi. Donc il faut reprendre la main sur tout ça. Alors, il y a une chose que vous avez mentionnée, c'est le fait que vous êtes indépendante, et c'est justement le thème de notre échange de ce soir. Alors moi, j'avais une question tout d'abord pour Franck. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être un éditeur de presse indépendant? Ça veut dire qu'on écrit ce qu'on veut. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est basiquement, si on décide de publier un sujet dans n'importe quel type de sopresse, on n'a pas besoin d'en référer à qui que ce soit. On fait ce qu'on veut. On est dépendant de personne. Si ça, voilà, si ça gêne, on s'en fout. Enfin, on a de compte à rendre à personne en fait. Donc c'est ce qui dérange aujourd'hui beaucoup dans les médias, c'est le fait qu'on a cette vision de l'actionnaire qui va finalement un peu guider la ligne éditoriale. Et c'est ce pourquoi vous luttez aujourd'hui, ce contre quoi vous luttez, Julia. Dans la théorie, comment ça se passe? Pourquoi est-ce que l'indépendance, elle est si importante?
C'est important de regarder la théorie et c'est important de regarder la pratique. Si on regarde ce qui s'est passé en France au cours des dernières années, je pense que le cas d'école, ça a vraiment été Vincent Bolloré qui rachète Canal+. Il rachète Canal+, première décision, il va censurer un documentaire, enfin une enquête. Deuxième décision, parce que du coup ça va plus vite, il supprime l'investigation. Voilà, ça évite de censurer ensuite. Il continue en supprimant les guignols de l'information. Hop, après, il s'attaque à iTélé, dont il met vraiment la rédaction au pas avant de licencier toute une partie, la plus grande partie de la rédaction, et d'en faire CNews, qui aujourd'hui est en train de se transformer en Fox News. Et donc là, on voit quel est le problème quand vous avez un actionnaire qui décide de s'attaquer à l'indépendance du travail de ces journalistes. Nous, on a décidé de créer cette association Un bout du monde, que vous pouvez retrouver en ligne sur le site unboutdumonde.org. Pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'il doit exister des alternatives au fait d'avoir des médias possédés par des grands groupes industriels. Alors, ce qu'a fait Franck avec Sopress, c'est une alternative, c'est le fait de créer un petit groupe de presse à dimension presque humaine, tu le disais tout à l'heure. Ce qu'a fait Anne-Sophie avec d'autres dans le cadre de Disclose, c'est aussi une alternative. Nous, ce qu'on voulait avec Un bout du monde, c'est aussi de proposer une alternative pour les grands médias qui existent déjà aujourd'hui. Et de dire qu'on pouvait venir bousculer un peu la structure d'actionnariat de ces grands médias en créant une association qui a vocation à réunir le plus grand nombre de citoyens possible, une association démocratique, et qui a vocation à faire rentrer ces citoyens, les salariés et les journalistes au capital des médias. Et c'est pour ça qu'on vient de lancer avec KissKissBankBank une première campagne de financement participatif qui s'appelle Entrer dans le monde, où on dit à chacun, donnez 5 euros, 10 euros, 15 euros, peut-être 100 euros si vous pouvez, mais donnez 5 euros. Et avec 5 euros, vous pouvez peut-être faire la différence. Le pari qu'on fait, c'est que face aux médias aujourd'hui possédés par des grands industriels, on peut faire la différence avec le poids du nombre. Et que finalement, la démocratie, ça ne devrait pas être une poignée d'individus milliardaires qui décident ou non de l'indépendance des rédactions. La démocratie, c'est une foultitude, une multitude de citoyens qui peuvent contribuer tous ensemble au bon fonctionnement et à l'indépendance des médias. Donc cette indépendance, on comprend que elle est quand même très importante et que on a encore du mal à vraiment l'appliquer dans la théorie, mis à part pour des médias qui émergent et qui essayent de tirer un peu leur épingle du jeu. Quand on est journaliste, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit au quotidien? On voit les conséquences de cette concentration finalement dans les mains de quelques actionnaires? C'est une question qui est souvent posée et je trouve délicat en fait de croire qu'il y a un actionnaire derrière chaque journaliste. Je pense que quand on exerce ce métier, il y en a beaucoup qui sont poussés par la passion et même dans les médias qui appartiennent à Agnel ou autres, il n'y a pas forcément comme ça quelqu'un derrière. Voilà, c'est pas aussi automatique, aussi schématique que ça. En revanche, c'est vrai qu'il y a des pressions, il y a des choses qui passent pas, il y a des choses qui sont retravaillées, on peut voilà. Mais voilà, travaillant beaucoup avec Le Monde par exemple, on pourrait dire non, c'est pas, ça se passe pas comme ça. Mais il m'est arrivé de travailler en tant que rédactrice en chef pour une émission de télé où en effet, à un moment, le financeur de l'émission a voulu mettre son grain de sel et moi j'ai dit c'est hors de question. Et donc, je n'ai pas été renouvelée à ce poste-là. C'était la première fois que ça m'arrivait et je me suis dit, bon, ben voilà, on sait très bien où ça va et c'était une chaîne de service public. Donc, ça existe aussi, il faut s'en méfier. Mais l'indépendance, elle est aussi bien financière qu'éditoriale. Mais on peut l'entendre à d'autres niveaux aussi, en fait. On peut l'entendre aussi au niveau d'un écosystème, de la vitesse, de la rapidité de l'information. Enfin, c'est très complexe et il faut l'entendre au sens large. Mais moi, j'ai à cœur, dans le cadre du travail que j'ai effectué, surtout de ne pas non plus que nous attacher à cette dimension de l'indépendance, de la dépendance des médias. Je pense qu'il faut aussi dépasser cette problématique, essayer de voir comment reconsidérer les choses différemment et sortir juste de cette considération tous les médias sont possédés par des grands actionnaires et il n'y a que ça de vrai aujourd'hui. Alors qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se multiplient et surtout qu'on peut jouer un rôle, nous, en tant que citoyens, pour redonner de la valeur à l'information. C'est ça qui est intéressant dans le travail de Julia, c'est de montrer à quel point on peut reprendre cette main-là
et s'abonner à des médias qui font du bon travail et cesser, parce que souvent, on est dans cette critique des médias soi-disant possédés par des actionnaires, mais on continue de les regarder. Donc, on est dans une espèce de paradoxe assez habituel. Et à un moment, je dis, bah, ok, critiquez, mais à un moment, essayez d'agir autrement, faites un pas de côté et dépassons cette critique uniquement radicale pour aller plus loin et trouver des solutions. Ça, c'était surtout, en tout cas, l'objectif qu'on a cherché avec les médias, le monde et nous. Et force est de constater pour moi qu'on est au début d'une prise de conscience aujourd'hui. C'est-à-dire que la capture de notre attention, la complexité du monde, la multiplicité des bouches médiatiques fait qu'on doit absolument prendre conscience de ce qu'on se met dans la tête et faire des choix raisonnés. On a le droit de faire du binge-watching, d'informations en continu, mais se dire après, bah, peut-être que l'information, je peux la recouper et aller approfondir ou regarder des sujets que je n'aurais pas été regarder dans d'autres supports. Et c'est juste une hygiène informationnelle un peu différente à retravailler. Et je pense qu'il y a des bons journalistes partout, comme des journalistes moins bons ailleurs, mais tous les journalistes ne se ressemblent pas. Quand on est pigiste, c'est pas comme quand on est dans une rédac. Il y a des journalistes qui font de l'investigation, d'autres qui font du desk, d'autres qui font du reportage, d'autres qui prennent beaucoup de temps. Enfin, on a des conditions de travail aussi qui ne sont pas identiques. Donc, il faut absolument introduire de la nuance dans cette vision qu'on peut avoir aussi du métier. Ce que je comprends en tout cas de votre vision, c'est qu'on n'est pas sur un écosystème qui est homogène, on a une multiplicité des acteurs et c'est pour ça aussi que je voulais me questionner ce soir avec vous sur ce terme d'indépendance des médias. Est-ce qu'on peut vraiment parler des médias ou est-ce qu'on devrait voir plus large et essayer de vraiment ancrer cette diversité dans le concept même d'indépendance? Je ne sais pas si Julia ou Franck... La question, elle est presque trop compliquée pour moi, j'ai l'impression. Julia, au secours. Non, j'ai fait une émission de philo ce matin sur France Culture, j'avais levé mon niveau. Je ne suis pas assez intelligent pour toutes les questions, moi. C'est la seule barrière qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a des questions où je serais trop con pour répondre. Il faut prendre ça en compte. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a Julia et Anne-Sophie, donc tout va bien. Non, mais ce que je veux dire, par rapport à ce que vient de dire Anne-Sophie, typiquement sur le cas du monde, je suis complètement d'accord avec elle. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand j'ai pris un exemple d'atteinte à l'indépendance des médias, je n'ai pas dit que tous les médias possédés par des milliardaires sont des médias où les journalistes ne peuvent pas travailler en toute indépendance. Je vois les journalistes du monde faire leur boulot tous les jours, ils font un excellent boulot et ils le font en toute indépendance. Donc c'est important de faire des distinctions, mais c'est aussi important d'avoir en tête qu'il y a aussi malheureusement des Vincent Bolloré. Ensuite, pourquoi ça peut poser problème le système actionnarial actuel, même quand les actionnaires ne sont pas interventionnistes, donc on pourrait les considérer comme de bons actionnaires. Je vais juste vous prendre un exemple qui est celui du débat actuel sur la 5G. On a un débat qui est extrêmement complexe. Où il n'y a pas une vérité, je pense, sur la 5G. C'est extrêmement dur de se faire une idée. Il suffit de voir la simple question de savoir si, oui ou non, on va consommer plus ou moins d'énergie. Est-ce qu'on va polluer davantage avec la 5G plutôt qu'avec la 4G? Bon, on prend ce débat extrêmement complexe. C'est vraiment un débat pour lequel on a besoin d'informations. Ensuite, vous regardez la structure de l'actionnariat des médias en France. Vous avez d'un côté BFM, RMC, Libération qui sont possédés par Patrick Drahi, c'est-à-dire Actis et SFR, et de l'autre côté, le Nouvel Obs, Courrier International, La Vie, Le Monde, possédé par Xavier Niel Free. Même si dans les deux cas, vous avez une indépendance totale qui est donnée aux journalistes et que les journalistes peuvent faire leur travail en toute liberté, vous ne pouvez pas empêcher finalement les citoyens de se poser la question quand ils lisent ou consomment en regardant la télé dans ces médias des infos sur la 5G. Et en fait, pour moi, c'est ça le problème fondamental. Quand je vois que, selon toutes les enquêtes, aujourd'hui, vous avez moins d'un quart des Français qui ont confiance dans les médias. Juste moins d'un quart. Il faut se donner les moyens de dépasser l'ère du doute. Et comment on se donne les moyens de dépasser l'ère du doute? On responsabilise les lecteurs. Et comment on responsabilise les lecteurs? On leur dit « Ah, attendez, vous n'êtes pas content aujourd'hui avec la structure de l'actionnariat? Contribuez. On ne va pas changer l'actionnariat. On ne va pas racheter le monde demain. On ne va pas lever assez d'argent avec un bout du monde. Contribuez, donnez 5 euros, 15 euros, 50 euros à un bout du monde. Cet argent, on va l'apporter aux médias. Et en échange de ça, on va demander à avoir de la place autour de la table et être partie prenante de la gouvernance. Et à s'engager avec vous, finalement, à garantir l'indépendance des journalistes. Et vous doutez aujourd'hui,
on a une alternative. Donc, soyez partie prenante de cette alternative. Et je pense que collectivement, c'est la responsabilité des journalistes et des actionnaires de faire en sorte que non seulement les journalistes produisent une information de qualité, mais aussi que les citoyens, quand ils consomment cette information, ils lui fassent confiance. Aujourd'hui, on a des journalistes qui produisent une information de qualité, mais on n'a plus la confiance. Et il faut la reconstruire. Juste pour rebondir sur la question que tu posais sur est-ce que les médias, est-ce qu'on peut mettre tout le monde dans le même sac? Clairement non. Je veux dire, il y a il y a la presse grand public, tu as de la presse spécialisée, tu as une multitude de supports, de possibilités, de formats, d'approches journalistiques également. Et se rajoute à ça maintenant, dans la notion de médias, d'autres canaux de transmission qui sont enrichis par les réseaux sociaux. Donc, voilà, faut l'utiliser comme un terme généraliste, mais qui qualifie mal l'objet en fait qu'il est censé qualifier. Donc, évidemment, quand on dit les médias, bah, ça entretient cette idée qu'il y aurait une uniformité, alors que clairement, ce n'est pas le cas. Et sauf qu'on entretient en fait cette réalité. Récemment, j'ai mis en ligne une carte, voilà, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans la représentation justement qu'on avait des médias, on était assez limité. Donc, je me suis amusée, c'était une contrepartie qu'on devait à nos contributeurs pour le film. On avait dit, on vous fera une carte de presse pas pareille. Et à un moment, je me suis dit, en fait, dans les représentations qu'on a des médias, on a cette jolie carte d'Acrimed, Monde Diplo, qui est actualisée assez fréquemment et qui montre dans les médias qui possède quoi. C'est très instructif et en effet, ça montre bien ce que disait Julia à l'instant. Ouais. Après, dans les cartes... J'apporte juste une petite Vas-y. J'aime bien cette carte, mais pourquoi ils n'ont pas mis Sopress? Je sais pas, il faut leur demander, mais c'est pas facile. Mais oui, elle est pas... On a 10 magazines, bordel. Merde alors. Ils nous ont même pas mis dedans. Alors c'est sûr que si tu mets que les médias qui sont possédés par des milliardaires, bah à la fin, et que tu mets que ceux-là dans la carte, à la fin, tu dis bah, tous les médias sont possédés par des milliardaires. Mais si tu mets pas ceux qui ne sont pas possédés par des milliardaires, tu as peu de chances d'avoir un truc très objectif. J'ai trouvé que pour une carte qui était faite par des journalistes, censés être des journalistes, c'était pas super rigoureux, quoi. Ça manquait un tout petit peu de travail. En tout cas, moi, mon constat était qu'en effet, cette carte représentait une certaine partie de la presse et de ce qu'on appelle médias, tu vois, mainstream, dans l'imaginaire collectif, que derrière, dans les récentes études qu'on a eues, donc c'était le Media Lab de Sciences Po avec l'Institut Montaigne, hein, ils ont fait une étude qui essaie de montrer comment les médias interagissent, et donc on voyait qu'il y avait des médias au cœur avec des médias qui sont autour, enfin c'était intéressant, c'était un travail un peu universitaire, mais clairement, après, il y a une carte de la presse pas pareille qui a été faite par des médias indépendants plutôt engagés à gauche, mais il y a très peu de représentation en fait de notre paysage médiatique. Et c'est très compliqué parce que je crois qu'on a plus de 35 000 sources d'informations en France, en fait, officiellement déclarées. Donc, mais je me suis dit, tiens, moi, si je devais faire le dessin de mon propre paysage médiatique, qu'est-ce que ce serait? Et donc, j'ai repris cette idée qu'il y aurait des médias alimentés par financés par des actionnaires, etc. Et donc, on a dessiné avec Natacha Guigan, ma graphiste, une espèce de cartographie où on montre en fait un fleuve qui est alimenté par les agences de presse en haut d'une source en haut d'une montagne. On a mis dedans tous les médias un peu mainstream, puis après le message était de dire sortez la tête de l'eau, allez voir ce qui se passe ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas, voilà. Donc on a mis des yachts sur des bateaux là qui représentent les gros actionnaires. Derrière, dans leur sillon, on a mis les médias qu'ils possèdent. Et à côté, on a dit regardez, là il y a une montgolfière, c'est toute la presse qui prend du recul, qui prend le temps de faire du reportage, qui est de l'hebdomadaire au temps long comme le 1, du Society ou autre, ou du Arte même qu'on peut mettre là-dedans, qui permet de prendre du recul sur l'actualité. Après, il y a de la presse qui se spécialise sur le fact-checking, d'autres qui fait de l'investigation. On a représenté comme ça différents types de choses. C'est très subjectif, et ça, c'était important pour moi de le dire. On vous propose de faire un exercice pour jeter un autre regard sur ce paysage médiatique. Mais voilà, et amusez-vous aussi à faire ce dessin-là et à, comme ça, faire un petit bilan aussi de ce que vous consommez comme information et des possibilités que vous pouvez avoir pour aller voir ailleurs et découvrir cette diversité. Parce que l'écosystème, il n'est pas uniforme. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui poussent ailleurs de ce qu'on considère être les médias en général. Et cette idée de cartographie, elle est particulièrement intéressante parce que c'est aussi quelque chose que vous avez proposé, Julia, dans un des tout derniers papiers que vous avez écrit pour Sciences Po.
C'était une cartographie de l'actionnariat en temps réel pour essayer de vraiment suivre ce qui se passe dans ce monde des médias. Donc, est-ce que vous pourriez un peu développer sur cette idée? Ouais, alors nous, ce qu'on a voulu faire, pour le coup, c'était vraiment un article de recherche et c'était un peu l'idée d'apporter de la transparence sur l'actionnariat des médias au débat public. À vrai dire, c'était presque un travail de journaliste plus qu'un travail d'économiste. C'est-à-dire qu'on s'est mis à gratter et à enquêter parce que les informations n'étaient pas disponibles librement en ligne. Et le temps qu'on y a passé et le travail qu'on y a passé montre bien qu'il y a un problème sur l'actionnariat des médias et le manque de transparence. C'est-à-dire que dans une démocratie, si on en revient au Conseil national de la résistance à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parmi les préconisations au début des années 50, il y avait vraiment cette idée d'une transparence pour l'actionnariat des médias. C'est quand même pas normal que pour un certain nombre de médias dans ce pays aujourd'hui, on ne connaisse pas qui sont les actionnaires. Et surtout, ce qui est encore plus important que ça, la question de qui sont les actionnaires, c'est quels sont leurs secteurs de revenus. Quels sont leurs secteurs d'activité? Finalement, peu importe le nom. Prenons le cas, alors ça, c'est un cas un peu trop simple parce que tout le monde sait. Mais si vous dites aux États-Unis, le Washington Post, c'est Jeff Bezos. Ok, les gens disent Bezos. Bon, ils ne vont pas trouver le nom de Bezos dans le Washington Post. Maintenant, si vous dites Bezos, c'est le patron d'Amazon. Là, ça vous donne quand même une grille de lecture un peu différente, même si, encore une fois, pour le Washington Post, en fait, vous avez un actionnaire qui n'intervient pas trop. C'est plutôt le fait d'acquérir le Washington Post qui lui a donné une force de frappe politique et des entrées invraisemblables. Donc, c'est plutôt un problème pour la démocratie états-unienne que pour le travail des journalistes du Washington Post. Et en fait, savoir ça, savoir les secteurs d'intérêt, enfin les secteurs dans lesquels ils gagnent de l'argent, du coup, essayer de percevoir les conflits d'intérêts, ça, c'est une dimension importante finalement. Et ça fait partie des choses, bon, on l'a fait dans le travail de recherche pour établir un certain nombre de faits et du coup, établir un peu cette cartographie aussi de l'actionnariat des médias, mais en fait, derrière, la vérité, c'est que ce n'est pas à nous de le faire. Et quand on s'interroge, par exemple, sur le financement public des médias, je ne trouve pas ça normal qu'en France, aujourd'hui, on n'ait aucune contrepartie en termes de transparence quand on parle de financement public des médias et qu'on pourrait simplement demander aux médias, en contrepartie des aides à la presse, de publier en ligne la liste détaillée de leurs actionnaires. Et c'est-à-dire pas des noms ou pas des noms de SARL, SA Presse, machin truc, bon, ça veut rien dire, de publier le nom de la boîte qui possède et les activités secteur par secteur de la boîte. Ça aussi, c'est un travail important à faire si on veut passer outre la défiance qui s'est instaurée aujourd'hui. Alors, le financement, c'est une question qui est assez large et ça m'amène une question que j'ai pour vous, Franck, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Dans l'une de vos interviews, vous avez mentionné que la raison pour laquelle vous arriviez aussi à lancer ce type de projet de façon assez efficace, c'était la gestion raisonnée finalement de tous vos projets. Le fait que quand vous lanciez un magazine, c'est que derrière, vous savez que voilà, vous allez répondre à une demande, que vous aviez les fonds nécessaires. Donc, est-ce que cette vision, elle vous permet également de rester toujours indépendant? Est-ce que c'est grâce à ça que vous parvenez à rester indépendant? Je ne sais pas si c'est grâce à ça qu'on parvient à rester indépendant, mais le fait est qu'on essaie de dépenser que l'argent qu'on a, en fait. Donc, du coup, nous, alors, il se trouve ça s'est fait un peu par hasard au final, mais on a une grande chance par rapport à plein d'autres médias, c'est qu'on a une seule rédaction. Ça paraît con comme ça, en fait. Mais en fait, c'est la même rédaction qui écrit So Good, qui écrit Society, qui écrit So Foot, qui écrit, etc. Et en fait, ça nous donne une grande liberté pour décider de la vie ou de la mort d'un de nos titres. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple concret. On a arrêté un magazine, on ne réussit pas tous les magazines qu'on fait. Hein. On a arrêté un magazine il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Dada, qui était sur l'hippisme. Et on a pu l'arrêter sans licencier personne parce que nous, notre grande hantise, en vrai, c'est de virer des gens. C'est pas de moi demain que SoFoot s'arrête ou que SoFoot continue. En vrai, je vais vous dire honnêtement, je m'en fous. SoFoot, ça fait 17 ans qu'on le fait. J'ai pris déjà suffisamment de doses de plaisir à le faire. Si ça s'arrête demain, c'est pas grave. En soi, moi, ça m'enlèvera rien comme plaisir. J'en ai pris plein de plaisir, c'était génial. Les lecteurs en ont pris plein, les gens qui l'ont fait en ont pris plein. Mais si ça s'arrête, je vais devoir virer des gens. Et ça me traumatiserait. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir arrêter un titre qu'on fait sans avoir à avoir de casse sociale.
C'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, si on arrête un titre, c'est pas grave. On a arrêté Dada, on n'a viré personne, c'était pas très grave. C'était pas très grave à partir du moment où j'avais embauché personne pour Dada. J'embauche des gens pour l'ensemble de nos titres. Hélène, qui dirige aujourd'hui So Good, quand elle a été embauchée pour Society, enfin pour SoFoot, elle écrivait dans Society, dans SoFilm, elle écrivait même un peu dans SoFoot, elle a dû écrire 1 ou 2 articles dans SoFoot, elle a écrit dans Doolittle, qui est le magazine qu'on a sur les parents, etc., etc. Donc du coup, il y avait un truc qui était... Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle dirige So Good, mais elle continue d'écrire dans plein de canards de SoPress. Et si demain, je dois arrêter So Good, je ne vire pas Hélène, en fait. Je garde Hélène. Après, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de titres et de médias qu'on fasse pour que la population qui commence à croître dans nos bureaux puisse quand même manger à la fin du mois. Mais je ne suis pas dépendant, à part 2 titres chez nous qui effectivement sont un peu piliers, et si on doit les arrêter, là, pour le coup, on aura du mal à faire sans de la casse sociale, qui sont SoFoot et Society. Les autres, je peux lancer plein de projets demain sans qu'il y ait de cette espèce de perspective un peu flippante de devoir l'arrêter et de devoir avoir de la casse sociale. Et ça nous donne une très grande liberté pour lancer des titres. Alors, pas des titres aussi massifs que Society ou SoFoot, où là, pour le coup, il y a un vrai risque et où malheureusement, si ça s'arrête, on n'est pas bien du tout. Mais pour les autres, c'est très agréable. Donc, si demain, on lance un nouveau titre, alors maintenant, on ne lance plus des gros titres, parce c'est bien compliqué, on est un petit groupe et on ne peut pas... Pour le coup, je n'ai pas de Niel ou de Pigas ou de je ne sais qui pourrait me faire un chèque en blanc, ou en tout cas me faire un chèque suffisamment conséquent pour que je lance un titre en me disant ouais, super, la personne qui a le plus de part de cette boîte, ça reste moi, et c'est-à-dire un mec qui n'a pas de thune vraiment. Donc du coup, bon, bah voilà, on fait avec ce qu'on a, et c'est très bien comme ça, c'est plus sain, mais on peut lancer des titres de moyenne envergure sans que ça pose de problème. Et c'est très, très agréable, et c'est une part de liberté et d'indépendance qui est hyper jouissif, quoi. Et cette flexibilité dans l'organisation de l'édition, est-ce que c'est ce qui manque aux médias traditionnels, ou est-ce que c'est autre chose qu'il faudrait Non, changer? non, c'est pas forcément ce qui manque. Nous, il se trouve que ça s'est passé comme ça par hasard, en fait. Ça s'est passé comme ça, je pense, parce que le principe même de notre fonctionnement, c'est que les titres qui sont lancés viennent des journalistes, en fait. C'est-à-dire que c'est pas moi qui viens et qui dit on va lancer ça, ça va marcher, ça va être une super idée, etc. Enfin, je l'ai fait 1 ou 2 fois, dont une fois qui était Dada. Bon, donc, c'est dire si vraiment c'était une connerie. Euh, En fait, souvent, c'est quand on a lancé Pédale sur le vélo, c'est Stéphane qui adore le vélo, qui a dit hey, j'aimerais bien faire un magazine sur le vélo, on y va, ok, on y va. Donc du coup, c'est des gens qui sont déjà là pour d'autres choses, qui disent hey, en plus, j'aimerais bien faire ça, parce que ça me ferait marrer, ça serait super, ça serait une bonne idée. Quand on lance l'étiquette, c'est Marc Boger chez nous qui dit hey, moi j'adore la mode, putain, j'aimerais bien faire un magazine sur la mode, ça vous dit moi, la mode, j'y connais rien, je suis sapé n'importe comment, je m'en fous. Je lui ai dit, bah ouais, ok, d'accord, j'y connais rien. Il m'a dit, t'inquiète, moi je connais, donc laisse-moi faire. Hop, je l'ai laissé faire, boum, il y va, ça marche. Tant mieux, ça marche pas, on arrête, et on arrête très vite. Et comme ça, c'est pas grave et personne en souffre. Et voilà, et on laisse pas d'ardoise nulle part, tout va bien et tout se passe bien. Donc du coup, et ça, c'est une liberté qui vient parce que ça vient de la base, en fait. C'est-à-dire que les idées viennent non pas d'en haut, mais ils viennent des gens qui les font, en fait, qui les font vivre après et qui vont les structurer et qui sont du coup des passionnés et qui le font pas parce qu'ils sont spécialisés dans un domaine ou quoi que ce soit, mais ils le font parce que c'est des domaines qui les intéressent et qui les passionnent, en fait. Et ça, peut-être que des fois, ça manque un peu dans la culture d'entreprise de certains médias, et c'est encore, c'est que certains médias. Il y a quand même beaucoup de médias où il y a une espèce de culture un peu, j'allais dire, intrapreneuriale, sans dire un gros mot, mais de gens qui ont envie de développer des choses. Bon, après, je ne connais pas toujours très bien tous les autres médias, donc j'aurais du mal à en parler, mais j'imagine que ça existe. Et par exemple, je sais qu'à une époque, à Libé, il y avait des magazines qui étaient nés un peu des projets parallèles à l'IB, il y avait un truc sur les écrans et tout ça qui était né, et qui étaient des choses qui étaient plutôt nées, je crois, de gens, de journalistes, en fait, de l'IB. C'était des idées de journalistes de l'IB, je crois, je vais vérifier, hein, je ne dois pas dire une bêtise, mais il me semble que c'était des choses comme ça, que ça venait
de gens même de l'entreprise, quoi. Alors là, on a une vision de l'indépendance à la sauce Sopress, mais il y a d'autres moyens d'acquérir cette indépendance. Et une de celles que vous mentionnez, Julia, c'est la loi pour protéger cette fameuse indépendance. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Comment est-ce que le gouvernement peut nous aider? Par exemple, aujourd'hui, vous n'avez absolument aucune obligation statutaire pour les médias d'avoir à la gouvernance, c'est-à-dire comme membre de leur conseil d'administration, des salariés. Vous avez des médias qui l'ont fait, vous avez des médias qui l'ont fait historiquement. Un média comme Le Monde, par exemple, a aujourd'hui un pôle d'indépendance composé des sociétés de rédacteurs, des sociétés de salariés, de la société de lecteurs qui est partie prenante de la gouvernance. C'est un héritage historique. Mais vous avez beaucoup de médias où finalement les journalistes n'ont pas leur mot à dire. Donc c'est un peu pour ça nous qu'on a fait un bout du monde. On a fait un bout du monde pour justement remettre au centre du débat l'idée d'un actionnariat de lecteurs, de journalistes et d'une participation à la gouvernance des médias, des lecteurs et des journalistes. D'ailleurs, j'en profite un tout petit peu, mais c'est parce qu'on est en campagne de levée de fonds, pour dire à ceux qui nous regardent que ça serait pas mal s'ils pouvaient nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. C'est un bout du monde sur Twitter avec un petit tiret à la fin, et puis sinon c'est un bout du monde.org sur Instagram, pareil sur Facebook, et comme ça il y aura encore plus d'informations sur l'initiative. Indépendamment de l'initiative d'un bout du monde, tout à l'heure, je mentionnais le fait qu'il n'y avait absolument aucune contrepartie demandée par l'État en contrepartie des aides à la presse sur la transparence de l'actionnariat des médias. On pourrait très bien aussi avoir un État qui nous dit quoi? Qui dit, vous recevez des aides à la presse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme média, vous devez aussi avoir une gouvernance démocratique qui implique en partie les journalistes et les salariés. Pourquoi pas? Moi, je pars du principe que les médias, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Quand vous faites des médias, vous produisez quelque chose qui s'appelle l'information. Cette information, on en a besoin pour la démocratie. C'est indispensable à la démocratie. C'est d'ailleurs la raison même pour laquelle on a des aides à la presse. On a des aides à la presse parce que l'information est indispensable à la démocratie. Donc, ça ne peut pas être laissé entièrement entre les mains du marché. Et quand on parle de ne pas laisser entièrement entre les mains du marché, ça vaut aussi pour la manière dont l'entreprise média fonctionne. Et je pense que cette entreprise média, pour fonctionner encore mieux qu'elle ne fonctionne aujourd'hui, elle doit impliquer davantage dans son fonctionnement ses salariés, ses journalistes, ses lecteurs. On va essayer de le faire un peu avec un bout du monde. Si la loi pouvait nous aider, ça irait encore mieux. Il se trouve que là, aujourd'hui, je suis en capacité de créer, on est plusieurs, hein, une association, on a un site et on a lancé une campagne de financement participatif. Je ne suis pas encore ministre de la Culture et je pense que vu le gouvernement en place, je ne risque pas de le devenir. Donc, commençons par l'assaut et puis ensuite, on essaiera de changer la loi. Pour rester un peu toujours sur ce domaine légal, je me souviens, c'était en 2016, il y avait quand même un petit mouvement qui s'était enclenché pour favoriser l'indépendance des médias, notamment avec une charte d'éthique et un comité d'indépendance. Est-ce que dans les faits, ça a servi à quelque chose? Peut-être Anne-Sophie, je ne sais pas si vous avez pu observer ça dans les médias avec lesquels vous collaborez. Cette charte éthique, ça me rappelle rien en fait. Oui, c'était la fameuse, ce qu'on avait appelé la loi Bolloré. Donc, c'était après ce qui s'était passé à iTélé. Tu avais eu une volonté de légiférer de la part de la ministre de la Culture de l'époque. On avait appelé ça la loi Bolloré. Et en fait, tout le monde s'était dit que ça ne fonctionnerait pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu t'en souviennes pas parce que ça veut vraiment dire que ça ne va pas fonctionner. Parce qu'en plus, c'était un truc qui était finalement, qui dépendait de la bonne volonté de l'actionnaire. On demandait à l'actionnaire de mettre en place une charte d'éthique dont les journalistes pourraient éventuellement se servir si jamais l'actionnaire dessus, en gros. Donc concrètement, c'est un gros flop. C'est ce qu'on peut. Complètement, c'est un énorme flop et la preuve, c'est que plus personne. Peut-être Franck, tu t'en souviens, mais il n'y a plus grand monde. Je vais te dire, je ne savais même pas que ça existait. Ouf. Je me dis, l'enseignante que je suis est obligée de noter les différentes étapes, de s'en souvenir pour anticiper les questions de ses étudiants. Un petit peu, ça n'a pas très bien marché. C'est-à-dire que moi, je n'ai même pas mis cette charte d'éthique en place. Je le fais volontiers et ça ne me pose aucun souci, mais je ne savais même pas que je devais faire ça. Mais ça serait… Je crois que c'était obligatoire pour l'audiovisuel. En fait, c'était vraiment ce genre de choses qui est fait en espèce de réaction à ce qui se passe, qui est un problème d'ailleurs.
Parce que du coup, Bolloré, il a vraiment franchi la ligne rouge, hein. Je rappelais tout à l'heure Canal et iTélé. Et donc là, les gens se sont dit, ah, il faut réguler. Donc on a sorti 3 mesures législatives du chapeau qu'on a appelées loi Bolloré. Mais comme en fait, ce n'était pas adapté finalement à une problématique d'ensemble plus large, c'est rentré dans le chapeau aussitôt que ça en est sorti. Ça a donné un peu au gouvernement l'illusion d'avoir fait quelque chose alors qu'ils ne se sont pas du tout affrontés à la réalité du problème. Et c'est toujours son canard gratuit. Il avait un canard gratuit, Bolloré, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est News aussi, non, d'ailleurs? C'est pas CNews, c'était Direct Matin. Direct Matin, ouais. Direct News. Direct Matin, non? Je ne sais plus. Je crois qu'il l'a toujours. Ça, c'était extraordinaire en termes d'information téléguidée. C'était extraordinaire. Ouais. Bref, non, je pense que dernièrement, la tentative, alors qu'elle fait largement débat dans la profession, parce qu'elle la divise, c'est le conseil de déontologie journalistique, en fait, qui essaye de posteriori, on va avoir des saisines et on va essayer de se prononcer. Mais voilà, ils ont déjà remis quelques avis. C'est une espèce d'organe de vigilance, donc certains étaient contre, d'autres pour. Là, ça a le mérite d'exister, c'est en test et ça permet de pallier en fait le manque d'institutions qui permet justement d'avoir un regard sur ce qui est fabriqué. On a donné ce rôle au CSA, mais c'est pas son rôle à la base. En fait, il doit s'occuper essentiellement de l'audiovisuel, mais pas forcément de tout ce qui se passe dans l'ensemble de la presse. Mais sinon, oui, l'importance d'avoir un cadre est cruciale. Mais moi, je crois que je suis un peu comme Julia ou comme Franck ou Fotorino. Je pense que c'est important de parler, que chaque journaliste aujourd'hui prenne du temps pour rappeler ce que c'est que son métier, pour rappeler ce que c'est que l'information, pour rappeler l'utilité que ça a dans la société. Aux États-Unis, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui, mais ils ont des vrais déserts de presse. C'est une catastrophe nationale, le nombre de journaux locaux qui sont en train de disparaître. Et il y a justement des travaux d'économistes qui ont été effectués et qui montrent à quel point il y a un effet de la disparition des journaux locaux sur la démocratie et les votes qui sont faits par les citoyens. Voilà, ils ne sont pas informés de la même manière, du coup, ils ne votent pas de la même manière et ils sont coupés de la réalité qui les concerne en direct. Et ça, c'est crucial de le rappeler. On l'a juste oublié parce qu'on a considéré que l'information n'avait pas de valeur avec justement ces journaux papier gratos qu'on trouve voilà, sur le bord d'un abribus, avec l'arrivée d'Internet qui est arrivée avec tout ça. Avec la possibilité pour chacun de prendre la parole. Et c'est génial, j'étais la première à le faire et aujourd'hui on a des youtubeurs, des podcasteurs et cette profusion en fait, elle est riche, il ne faut pas la nier, il faut juste s'en emparer, mais il faut aussi faire preuve de discernement et montrer qu'être journaliste, c'est aussi avoir une pratique, un métier, une déontologie, une façon de faire. Quand il y a une rédaction, c'est aussi l'occasion de discuter entre journalistes et donc de ne pas être seul derrière un écran à diffuser une info. Et ces fondamentaux du métier, on doit plus que jamais les retrouver, les faire savoir et s'enrichir aussi de toutes les possibilités qu'on a à disposition aujourd'hui. Et je pense que c'est ainsi qu'on arrivera à montrer qu'il y a en effet peut-être un journalisme sérieux, désireux de bien faire son métier, d'expliquer pourquoi il le fait, pourquoi aujourd'hui on a besoin d'avoir des médias qui éclairent aussi ce monde si compliqué, qui regardent un petit peu ce qu'il est possible de faire et qui en fait recréent des sphères conversationnelles qui sont un peu médiateurs, ça c'est un des grands dada, mais pour le coup où justement le média permet, et le papier le permet d'autant plus, voilà, on peut le partager, on peut le passer, on peut faire de l'événement autour d'un média et recréer comme ça des cellules dans la société nécessaires pour retrouver de la controverse. Et le média n'est pas juste là pour attiser les polémiques, pour mettre de l'huile sur le feu, pour commenter le dernier tweet et monter des polémiques en épingle. Et on en ressort, on est complètement vidé, on a l'impression que tout est polarisé, alors que finalement, on peut avoir juste de l'intelligence, une façon de faire de l'information qui nous permet de répondre à des problématiques et de mieux faire société. C'est peut-être un idéal, mais je pense qu'il est important de s'y atteler aujourd'hui. Et on a peut-être 10, 20, 30 ans de travail devant nous pour y arriver, en tout cas pour réduire cette espèce de fossé qui s'est creusé ces dernières années et qui fait qu'aujourd'hui, plus personne n'y voit clair. Je pense qu'il y a un énorme problème aussi qui est quand même que les médias les plus regardés, et je dis exprès regardés et pas lus, ce sont des médias qui, pour certains, font peu cas de la responsabilité qui est la leur, en fait.
Tout à l'heure, Julia parlait de CNews, qui effectivement peut paraître problématique. Et en fait, la multiplicité d'émissions qui ne sont plus des émissions journalistiques, mais des pures émissions de débat, pour ne pas dire de clash, ou qui est une espèce de théâtre populaire, où en fait, on ne peut pas parler de journalistes, on parle de chroniqueurs, on parle d'éditorialistes, si on veut, éventuellement, mais je ne pourrais pas dire que c'est des journalistes. Et qu'en fait, ce qu'on définit comme le journalisme aujourd'hui, et d'ailleurs, on l'a vu, je me souviens d'un billet, je crois que c'était d'Arrêt sur Image, qui disait que le salaire moyen d'un journaliste était de 15 000 euros. Alors, je ne sais plus si c'est d'Arrêt sur Image, mais enfin, j'avais vu passer ce truc où il disait, vous vous rendez compte, les journalistes, ils gagnent 15 000 euros par mois. Moi, je connais un peu le salaire des journalistes, je connais aussi un peu mon salaire. Je peux vous dire, que ce soit le salaire moyen. c'est pas un salaire. C'est pas un salaire. Et enfin, je veux dire, des journalistes qui gagnent 15 000 euros par mois, c'est une extrême minorité et ce n'est uniquement quasiment que des journalistes télé finalement. Et en fait, on confond journalistes et éditorialistes ou polémistes ou animateurs télé, mais ce n'est pas des journalistes en fait. Et le problème, c'est que quand on parle de défiance envers le journalisme, je ne crois pas qu'il y ait une immense défiance, enfin j'espère pas en tout cas, vis-à-vis du Monde, vis-à-vis du Figaro, vis-à-vis ou de journaux de moins grande échelle, du 1, du Society ou de quoi que ce soit. Mais par contre, il y a une énorme défiance vis-à-vis de l'information qui est véhiculée ou qui est manipulée par les gros organes qui peuvent être les chaînes télé et qui est une information qui ne provient pas de journalistes en fait et qui d'ailleurs ne devrait pas avoir valeur d'information puisque c'est ni plus ni moins que des reprises déformées. Ça ne vaut pas plus que certains discours politiques, ça ne vaut pas plus que quand Julia, au début de la discussion, parlait des chiffres énoncés par Trump. Je veux dire, quand Pascal Praud énonce des chiffres, ils ne valent pas mieux que les chiffres de Trump. Et ce ne sont pas des chiffres journalistiques, ce sont des chiffres d'un animateur télé qui anime une émission de polémiste. Et en fait, il y a un problème de sens et de vocable et de sémantique. On n'attribue pas les bons termes aux bonnes personnes en fait, et aux bons postes. Je ne considère pas que CNews soit une chaîne aujourd'hui qui abrite, malheureusement, en tout cas dans ce qu'on envoie à la télé, des journalistes. C'est des animateurs télé qui animent des émissions de polémistes. Et c'est la même chose pour beaucoup de chaînes d'infos en continu et pour beaucoup de médias très... Et c'est ces médias-là qui, en fait, ont de l'influence beaucoup plus que nous, avec nos petits canards, ou même que Le Monde, qui finalement touche une audience qui est souvent déjà un peu éduquée, qui sait faire la part des choses et qui arrive à faire le tri dans ce qu'elle lit. Déjà, quand on est sur un média qui est lu, les lecteurs et les lectrices, par définition, aujourd'hui, sont déjà des gens qui sont un peu éduqués, en fait. Et ce n'est pas là qu'est le vrai problème, je pense. Alors, effectivement, les problèmes soulevés par Julia ou les doutes que peuvent susciter certains actionnariats sont réels et il y a un débat, il y a une question et il y a une utilité forte à l'initiative de Julia, mais là où on a le plus gros problème, je crois, c'est sur ces médias qui sont très difficiles à contrôler d'un point de vue journalistique, qui sont ces médias télé polémiques, en fait. Et là-dessus, il y a deux trucs que je voudrais souligner. La première, en fait, c'est quand tu as commencé à mentionner le papier d'Arrêt sur Image, je me disais, bah oui, ils ont raison, j'avais entendu 15 000 euros par an. Et en fait, je me dis, ouais, 15 000 euros par an, c'est ça qui est pas loin d'être le salaire médian d'un journaliste. Et je pense qu'il est vraiment important de souligner et de rappeler aujourd'hui qu'il y a une précarisation croissante de la profession. D'ailleurs, c'est intéressant, ça va avec une féminisation de la profession. Malheureusement, c'est encore trop souvent comme ça. Quand une profession se précarise, elle se féminise. Vous avez des journalistes qui sont de moins en moins bien payés, alors qu'ils sont de plus en plus éduqués et qui sont aussi de plus en plus précarisés d'un point de vue statutaire. Avant, vous aviez des pigistes, mais pigistes, c'est finalement aussi une forme, c'est un choix de liberté. Aujourd'hui, vous avez des journalistes que les médias obligent à être payés comme en facture, comme auto-entrepreneur. Alors qu'en fait, pour avoir la carte de presse dans la loi, vous n'avez pas le droit, que si vous allez auprès de la CCIJP qui donne la carte de presse, vous n'avez pas le droit d'être journaliste si vous êtes auto-entrepreneur. Et vous avez des médias qui imposent ça. Pourquoi? Pour payer moins de charges. Et en fait, on arrive... Tu sais que
Tu n'as pas le droit, quand tu es un journal, de payer un journaliste en droit d'auteur tu es obligé de le payer en salaire. Hein. Oui, je sais, mais il y a plein de médias qui ne le font pas et tu te retrouves avec des cas à la carte de presse où la carte de presse, en fait, pour ne pas pénaliser les journalistes, parce que du coup, tu as les pauvres journalistes qui veulent être payés en salaire. On les oblige à être payés en droit d'auteur. Ils vont demander leur carte de presse. La carte de presse dit non, journaliste, vous n'avez pas le droit d'être payé en droit d'auteur et d'être auto-entrepreneur. Et du coup, ils se retrouvent complètement prisonniers, c'est-à-dire que non seulement ils sont précarisés et eux, ils préféreraient bien être payés en salaire qu'en droit d'auteur, mais en plus, ils n'ont pas la carte de presse. Et ça, c'est des scandales qui sont tolérés. Un magazine comme l'Express l'a fait régulièrement parce que ça fait partie des méthodes Drahi de toujours moins payer d'impôts. Et on ferme un peu collectivement les yeux dessus. Et on en arrive là aussi à la problématique des chaînes d'infos. Il y a deux dimensions dans l'ère du clash. Il y a une dimension clairement politique. Sur CNews, c'est un choix d'imposer une ligne politique tendance extrême droite. Je pense qu'on peut le définir comme ça. Il y a aussi un choix économique. Tu fais un plateau, tu mets deux personnes qui débattent l'une face à l'autre. Ça fait de l'audience à zéro coût. Tu les fais clasher, ça fait de l'audience et des clics, donc de la pub à zéro coût. T'envoies quelqu'un, ne serait-ce qu'aux États-Unis pour couvrir l'élection, mais alors en Syrie ou même enquêter en France, t'envoies quelqu'un à l'étranger. Il faut envoyer en fait pas une personne, mais deux, trois personnes. Il faut une équipe avec une caméra portée. Tu vas à l'étranger, peut-être des gens pour la protection. Il faut des traducteurs. Ça coûte de l'argent de faire de l'information. La vérité, c'est que ça coûte beaucoup d'argent et qu'on a ces chaînes d'information en continu parce qu'elles sont sur un modèle purement à but lucratif qui, pour gagner plus d'argent, préfèrent faire des trucs qui ne coûtent rien, c'est-à-dire un plateau avec deux polémistes et ça rapporte en plus des clics, qu'investir dans de l'information de qualité. Et de ce point de vue-là, je ne dis pas que le service public est forcément parfait, et Anne-Sophie le rappelait tout à l'heure, mais de ce point de vue-là, heureusement quand même qu'on a un service public de l'information du côté audiovisuel, et puis qu'on a du côté papier des médias qui sont encore prêts à investir pour faire de l'information de qualité. Et le dernier truc par rapport à ce qu'Anne-Sophie disait tout à l'heure sur les déserts médiatiques locaux aux États-Unis, il y a même des articles qui ont documenté que dans les villes aux US où les journaux locaux ont fermé, les mairies aujourd'hui, les gouvernements locaux, empruntaient à des taux d'intérêt beaucoup plus hauts que dans les autres. Parce qu'en gros, ce n'est pas juste une question de démocratie, est-ce qu'on vote pas, comment on vote. C'est une question qu'il n'y a plus personne pour contrôler ce qui se fait au niveau de la démocratie locale. Et donc même, en fait, juste au niveau d'emprunter bien, mal, de se surendetter au niveau des municipalités, ça a des conséquences. Et ce que je veux dire aux gens qui, par exemple, aujourd'hui ne votent plus, il y a des gens qui ne votent plus, et qui vont dire, bon, bah, après tout, ce discours, la démocratie, c'est important, et l'information, c'est important pour la démocratie, mais bon, après tout, si j'ai renoncé à aller voter, pourquoi m'en préoccuper? Même les gens qui ne votent plus aujourd'hui, je pense qu'ils se préoccupaient un peu de la crise sanitaire. Et on voit que sur une question comme celle de la crise sanitaire, avoir une bonne information, on l'a vu avec tout le débat sur l'hydroxychloroquine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il faut porter le masque ou pas? Est-ce qu'il faut le porter chez soi? Pas porter chez soi? Est-ce que je peux aller voir mes grands-parents? Sur toutes ces questions-là, c'est-à-dire même si vous ne votez pas dans votre vie de citoyen, tous les jours, vous avez besoin d'avoir accès à une information de qualité. Et ce que l'on sait, parce que malheureusement, aujourd'hui, comme il y a des déserts médiatiques locaux, on a beaucoup d'exemples où il n'y a plus d'information de qualité. Ce qu'on sait, c'est que quand on perd cette information-là, il y a la qualité de la démocratie qui part à l'eau, et il y a aussi beaucoup d'autres dimensions, simplement du fonctionnement de nos sociétés qui se portent moins bien. Pour rester toujours sur ce thème de la qualité, on a commencé à le mentionner, c'était la dernière forme d'indépendance que je voulais aborder, celle finalement vis-à-vis de l'audience. On le voit, on est quand même aujourd'hui un peu dirigé par la recherche du sensationnel, de créer l'événement. Est-ce que vous pensez que cette dépendance, elle est aussi importante, voire plus importante que celle qu'on a d'un point de vue économique ou politique aujourd'hui dans les médias? Peut-être Anne-Sophie, est-ce que vous, en tant que journaliste, vos sujets, ils sont quand même en fonction de ce que recherche le lecteur, ou est-ce qu'on arrive à rester indépendant de tout ça? En plus, moi sur mes sujets, ça a pendant longtemps pas été forcément les sujets les plus sexy. Hein. Donc, quand il y a 10 ans, on arrivait en disant qu'on voulait parler d'environnement, on passait un peu pour le pique-nique du coin, le bisounours. Enfin voilà, donc moi, je me suis pris plutôt des vents, mais c'était formateur. Et non, au contraire, il faut, voilà, un bon journaliste est quelqu'un qui persévère pour moi, donc il ne faut jamais lâcher.
En revanche, la course au scoop, voilà, Julia, elle l'a documenté aussi avec ses travaux. On sait à quel point l'information circule rapidement. Et ça, en effet, ça a érodé par le bas la qualité de l'information. Cet effet un peu grande cour de récré où, en fait, l'information fait le tour du monde en très peu de temps. Ça a laminé, en fait. Et tout ce qu'on vient de dire là depuis 10 minutes, c'est lever un peu le voile sur la dégradation des conditions de travail journalistique qui explique aussi qu'on ne peut plus faire notre métier comme... Alors, je ne dis pas qu'il y avait un âge d'or de la presse, mais simplement, c'est une profession qui souffre, comme d'autres métiers, d'une dégradation de ses conditions de travail. Et ça, on l'oublie trop souvent, parce que quand on conspue un journaliste pendant une manif pensant qu'il est le digne représentant de tel actionnaire, bah, c'est se tromper sur, en fait, le pauvre gars qui est en fait là et qui essaye de vivre d'un métier qu'il aime, etc. Et ça, c'est important de changer le regard là-dessus. J'ai rencontré, moi, des JRI, donc des personnes qui sont caméramans, en fait, et qui, bien avant les Gilets jaunes, quand ils couvraient les manifs de jeunes, me disaient, on a pris l'habitude de cacher le logo sur notre caméra parce que sinon, on se fait tabasser. On dit qu'on est belge ou qu'on travaille pour des télés étrangères, mais on ne veut plus dire qu'on travaille pour TF1 ou pour une autre chaîne parce que c'est compliqué. Et ça, il faut comprendre que cette image-là, il faut lutter contre. Maintenant, il y a des modèles qui se développent. Alors, ce serait intéressant que Franck en parle, lui, par rapport à, en tant que patron de presse, mais on peut aujourd'hui se débrouiller pour faire... Je pense que quand on fait du bon travail, de qualité, on est reconnu, ça se sait, ça circule du bouche à oreille. Le bon journalisme, tout le monde est content quand on se sent nourri, en fait, de l'intérieur, intellectuellement, à plein de niveaux. C'est des belles histoires et ça se partage et ça marque. Et ça, c'est important de le souligner. Mais du coup, quand on crée un média, on crée aussi un univers, une identité, une culture, une communauté, des gens qui sont fidèles, qui vont collectionner les médias et qui, du coup, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là aujourd'hui. Ne pas forcément chercher à être les plus lus et avoir une assise massive, mais aller chercher de la qualité et du coup cultiver autrement le lien à sa communauté. Il ne faut pas que ça devienne une prison non plus, c'est-à-dire ne faire du journalisme qui ne serait que complaisant par rapport aux attentes de ses lecteurs ou de ses spectateurs ou de ses auditeurs, mais en tout cas, c'est une façon de réinventer pour moi le métier et donc du coup de prendre ce qui pourrait être une contrainte comme une opportunité du faire différemment. C'est ce qu'on appelle les modèles aujourd'hui de membership qui sont encore en essor, qu'on étudie peu à peu, mais qui ouvrent des perspectives intéressantes et qui pour moi sont l'une des grandes voies de renouveau aujourd'hui dans la presse, quoi. Et voilà, chercher à aller dans la profondeur des choses. J'ai juste un tout petit mot parce que Oui. j'avais prévu de faire une petite publicité pour eux aujourd'hui et finalement, j'ai même pas besoin. Ils viennent d'obtenir leurs 2000 abonnés supplémentaires pour les jours. C'est un super média indépendant et c'est sûr qu'il ne faut pas être dans la course à l'audimat, mais pour pouvoir juste faire son boulot de journaliste, il faut avoir assez de lecteurs, surtout quand vous dépendez pas de la pub. Donc voilà, ils avaient besoin de 2000 nouveaux abonnés. Ils viennent juste de les obtenir il y a à peu près une demi-heure. N'empêche que si vous ne les connaissez pas, moi je vous conseille parce qu'en termes de journalisme de qualité, de journalisme lent qui n'est pas justement dans la course au clic, c'est un super modèle et c'est vraiment une super équipe. Je plus sois. Et peut-être, Franck, pour revenir sur le sujet qu'Anne-Sophie mentionnait, d'arriver à faire le buzz tout en proposant en tout cas du contenu de qualité, c'est ce que vous avez réussi à faire tout l'été avec Society. Ouais, on n'y arrive pas toujours, hein. Après, nous, on est dans une logique vraiment de... on se soucie, c'est pas qu'on se soucie pas du lecteur, on se soucie toujours de savoir qui nous lit, et on est toujours très content de savoir qui nous lit, et on essaie de lui parler, mais on est vraiment dans une logique d'offre plutôt que de demande, en fait. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup au fait que les magazines et les médias, en règle générale, c'est des logiques d'offre. On a quelque chose à raconter ou à défendre, on le fait. S'il y a des gens pour le lire, bah, tant mieux, ça continue. S'il n'y a personne pour le lire, bah, on arrête. Voilà. Mais on se place toujours dans une logique d'offre. Alors effectivement, après, Anne-Sophie a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des dimensions qui sont... c'est pluridimensionnel et ça nécessite de créer, de fidéliser une communauté, des lectrices, des lecteurs qui sont attachés à nos titres, etc., etc. Donc ça nécessite de mettre un peu d'intelligence, j'allais dire quasi marketing, dans tout ça, alors qu'on fait plus ou moins bien. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas.
on essaie de le faire et ce n'est pas forcément un gros mot. Et ça nous garantit une indépendance. Encore une fois, moi, pour revenir un peu sur ce qui a été dit, et notamment sur la dernière intervention de Julia, ce qui me paraît important, c'est que si on veut avoir des conditions de travail décentes, et quand je dis décentes, ce n'est pas des gens très bien payés forcément. Enfin, je veux dire, nous, les salaires à Sopress, ce n'est pas des salaires dingues. Mais on essaie que les gens aient de quoi vivre et puissent se loger. Et voilà. Et il y a une politique très transparente de salaire. Tout le monde sait combien je gagne, tout le monde sait combien les différents journalistes gagnent, etc., etc. Les salaires sont connus. Et il y a peu de différence entre le mieux payé et le moins bien payé. Mais pour ça, il faut que les gens achètent la presse, en fait. C'est-à-dire que si ce n'est pas les annonceurs qui vont nous faire vivre, ce n'est pas, c'est pas les subventions qui nous feraient vivre ou quoi que ce soit, loin de là. Ce qui nous fait vivre, c'est le fait qu'il y ait des gens qui lisent, qui l'achètent chez les marchands de presse et parfois en abonnement. Mais c'est cet achat-là en fait qui fait que ça vit. Et le modèle le plus vertueux, c'est quand même ce modèle-là en fait. Quand tu es dépendant que des annonceurs, ça peut être un problème. Ça peut être un problème d'indépendance aussi, parce que tu n'es pas dépendant que des actionnaires. Tu peux aussi être dépendant de tes annonceurs. Nous, je sais qu'on a dû faire un travail d'éducation très fort. On a une régie interne pour ça, parce que comme ça, au moins, on sait qu'ils défendent les valeurs de nos titres et ils sont toujours des bons relais pour expliquer aux annonceurs qu'il y a des trucs qui sont possibles, il y a des trucs qui ne sont pas possibles. Moi, qu'un annonceur mette une page de pub dans Society ou dans SoFoot, etc., j'en suis très content et je trouve ça très bien. Et c'est normal, on est un magazine, on fait des magazines qui sont lus par des gens, il y a des annonceurs qui veulent leur parler, tant mieux, voilà, c'est très bien comme ça. Par contre, certaines demandes qu'il y a pu y avoir par moment, alors maintenant, nous, on est un peu épargnés par ces demandes-là, mais au tout début, on nous le demandait, par exemple des surcoûts ou des trucs comme ça, des trucs que tu vois dans la presse gratuite, c'est impossible. C'est impossible. Et là, on a fait une couverture là, sur les États-Unis récemment avec un petit principe qui s'appelle un cavalier, c'est-à-dire qu'il y a une demi-page qui recouvre la page du magazine parce qu'on a fait un jeu sur le fait que c'était God Bless America et Blood on Mess in America. On a fait un petit jeu comme ça graphique. Et ça, en fait, c'est marrant parce qu'il y a eu plein de remarques sur Twitter de gens qui disaient ah, pour une fois que ce n'est pas un truc fait par un annonceur. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est une pratique normalement qui est faite par des annonceurs pour recouvrir le canard. Et donc, tu te retrouves avec, en fait, à la place du canard, une annonce. Et ça, c'est une erreur, en fait. C'est-à-dire que c'est une erreur de la part de l'annonceur, c'est une erreur de la part du canard. Parce que le lecteur, il est frustré, il se dit putain, c'est bizarre, pourquoi il y a ça? Et puis finalement, du coup, il en veut à l'annonceur, il en veut au canard, et au final, tout le monde y perd. Donc en fait, il y a une éducation à faire auprès des annonceurs et à leur expliquer ce qui est leur intérêt et ce qui n'est pas leur intérêt. Et ce qui est leur intérêt, c'est de respecter au maximum le lecteur et la lectrice du magazine dans lequel ils annoncent. Et ça, c'est aussi un travail qui est hyper important. Et là, les régies pub, etc., ont une vraie responsabilité. Et si ça, c'est bien fait, du coup, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et tu peux parler, parce que si on va au bout du truc, tu peux parler d'un sujet qui va les fâcher. Et puis, alors, peut-être qu'ils arrêteront d'annoncer, mais ça sera leur problème, en fait. Et finalement, ça sera eux qui en subiront les conséquences, parce que ils vendront peut-être moins de voitures ou moins de téléphones ou moins de je ne sais quoi s'ils mettent plus de publicité dans les bons magazines qui sont liés à leur lectorat, enfin, ou à leurs clients. Donc il y a toute une notion comme ça d'éducation qui est aussi importante à avoir vis-à-vis et des lecteurs et des annonceurs pour que cette indépendance-là soit respectée en fait. Je vous remercie pour ces échanges et ces réponses. C'est le moment de passer aux questions des participants. Et on en a eu beaucoup, donc on va faire tout possible là, pour essayer de répondre à un maximum d'entre elles. Et la première, donc, elle s'adresse à vous, Franck. Donc on va continuer avec vous. Vous êtes indépendant dans la construction, la rédaction des titres de presse, mais il reste la distribution. Donc qu'en est-il ? La distribution, c'est toujours un peu compliqué. Là, ça va un petit peu mieux
nous, on a quitté Presstalis, ça fait faillite et maintenant, nous, on est parti chez MLP, qui est, je pense, un distributeur un peu plus à notre taille, on va dire. Et donc, du coup, ça correspond mieux à ce qu'on essaie de faire. Après, il y a plein de problèmes, des problèmes logistiques et des problèmes c'est compliqué. La distribution de la presse est encore un petit peu malade et compliquée. Elle a été, je pense, alors Julia connaît peut-être mieux le sujet que moi d'un point de vue économique, mais c'est quelque chose qui a été fait après-guerre, basé beaucoup sur les quotidiens et des quotidiens qui étaient très puissants et avec un maillage territorial très important. Et aujourd'hui, ces quotidiens sont beaucoup moins puissants et donc du coup, le coût de ce système-là n'arrive pas à être assumé par les acteurs qui aujourd'hui ont besoin d'être distribués. Donc, il y a un système qui est complètement repensé. C'est pas simple. Aujourd'hui, il y a deux messageries, la messagerie française et puis MLP. Bon, c'est un peu technique. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous envie de rentrer dans le... Je peux rentrer dans le truc un peu précis, mais c'est un peu chiant pour tout le monde, je pense. C'est encore un peu malade et j'espère que dans 2-3 ans, ça ira un peu mieux. Après, on arrive quand même malgré tout à être diffusé. Je vous remercie. Maintenant, peut-être une question pour Anne-Sophie. Comment motiver les jeunes journalistes en formation à se lancer dans la presse indépendante? On me pose souvent la question et je fais un peu le tour des écoles de journalisme en ce moment. De bien faire son métier déjà, tant que possible. Cultiver sa curiosité, sa motivation, sa persévérance, comme je le disais, d'être pugnace et de ne pas hésiter à se former en permanence aussi, parce qu'il y a plein d'outils qui émergent au quotidien et qui permettent aussi de développer des nouvelles approches du métier. Je pense au data journalisme, moi qui s'est développé depuis 10 ans et que j'adore et que je trouve que ça permet de raconter d'autres histoires aussi. Là, le fact-checking en permet d'autres, même si parfois on le conteste un petit peu. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Après, j'ai écrit un bouquin où je détaille un peu plus ça en profondeur, donc je peux en conseiller la lecture aussi si je fais un petit peu d'autopromo, mais c'est un ouvrage dans lequel j'ai essayé surtout de donner un aperçu de tout ce que j'ai pu repérer et qui pour moi me paraissait inspirant, sachant que ça répond à un certain nombre de questions maintenant, mais que le journalisme, c'est très vivant en fait comme matière, quoi. Ça évolue au quotidien, donc faut aussi se tenir au courant de l'évolution de sa pratique journalistique, en fait, de tout ce qui est un peu méta autour du métier. Ça permet aussi d'avancer, de saisir les opportunités. Donc voilà. Et je dirais que ne pas hésiter à se spécialiser. En fait, moi, je marche à la passion, donc, et Franck en parlait tout à l'heure, je pense en effet que ça part de ça aussi, quand on partage avec passion, quand on prend un sujet, qu'on doit investiguer dessus, enfin, il faut vraiment garder ça en permanence parce que c'est comme ça après qu'on transmet. Voilà, qu'on transmet quelque chose dans un papier aussi. Donc il y a des choses qu'on doit faire par nécessité, mais on peut aussi se lancer en indépendant avec un fil qu'on va pousser et chaque expérience va nourrir d'autres expérimentations, d'autres terrains, d'autres reportages. Enfin, en tout cas, moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné et c'est ça qui est plaisant aussi dans cette liberté qui m'est offerte en fait dans mon métier aujourd'hui. Il n'y a pas que ça, hein. Je fais des choses aussi parfois parce qu'il faut manger, mais, mais c'est pas ça qui me guide au quotidien. Je vous remercie. Il y avait une autre question pour Franck. Est-ce que vous avez un label de musique en parallèle? Et nos participants se demandaient pourquoi, alors que votre cœur de métier, c'est la presse. Alors, mon cœur de métier, c'est plein de choses. Hein. C'est pas que la presse. On fait plein de trucs. On produit des films, on produit plein de choses. Ouais, je voulais monter une maison de disques, moi, au départ, en fait. Je me suis un peu laissé... il se trouve qu'en patientant, je me suis lancé dans un canard, dans un magazine, et que ça a pris des proportions qui n'étaient pas tout à fait prévues. Et donc, un peu tardivement, je me suis rattrapé. Je me suis dit, hey, enfin, je vais pouvoir lancer mon label de musique. Mais mon but dans la vie, c'était de monter une maison de disques au départ. Ça a mis un peu plus de temps que prévu. On l'a monté. J'ai compris pourquoi ce n'était pas forcément la meilleure idée pour en vivre, parce que c'est quand même un gouffre et que c'est très compliqué. Autant j'ai trouvé comment faire des magazines qui se vendent et qui arrivent à vivoter, en tout cas. Enfin, en tout cas, on s'en sort.
autant j'ai pas trouvé comment vendre des disques apparemment. Enfin, ça, je ne suis pas le meilleur patron de label au monde. Je n'arrive pas à financer On dépense beaucoup d'argent, on en reçoit peu. Je ne sais pas comment ça marche. Le business de la musique, c'est vraiment très compliqué, hein. C'est vraiment un truc fou, quoi. Je vous remercie. Une autre question, pouvez-vous aborder l'indépendance vis-à-vis des annonceurs? Une grosse question aussi, je ne sais pas qui souhaite y répondre. Ouais, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure, j'ai l'impression je pense que c'est beaucoup une question d'éducation et de barrières que tu mets et de, euh, et de façon de dialoguer avec eux et de leur faire comprendre où sont les limites. Et en fait, les limites ne sont pas que dans l'intérêt des médias. Si on pose des limites, c'est aussi parce que être annonceur dans un média, ça ne veut pas dire être financeur du média. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que moi, si Renault prend une page de pub dans Society, je ne considère pas que Renault aide Society. Je considère que Society aide Renault, en fait. C'est-à-dire que je considère que Renault, s'il met une page dans Society, c'est parce qu'il a envie de vendre des voitures et qu'il estime que les lectrices et les lecteurs de Society vont acheter les voitures Renault parce qu'ils ont vu la pub Renault, qui a été sans doute très bien faite par une agence de publicité, peu importe, dans le magazine qu'ils aiment bien lire. Donc, s'ils ont un discours intelligent auprès de nos lectrices et lecteurs, tout va bien. S'ils les prennent pour des cons et qu'ils essaient de s'immiscer dans l'éditorial ou qu'ils essaient de censurer un sujet ou qu'ils essaient de... Ça se saura, ça ne passera pas et le lecteur, il est loin d'être bête, en fait. Donc, il comprend ça et du coup, il pénalisera aussi bien l'annonceur que le magazine. Donc, à la fin, tout le monde est perdant, en fait. Donc, si on veut que tout le monde soit gagnant, bah, faut le faire en respectant les métiers de chacun, les règles de chacun, les audiences de chacun, et puis tout se passe bien. Mais ça, c'est facile dans la presse payante. Pardon, Julia. Non, je voudrais juste rajouter un truc avec un peu de perspective sur cette question-là, qui explique pourquoi on a une crise des médias aussi aujourd'hui et pourquoi on a un problème de modèle alternatif. D'une certaine manière, la publicité en 1840-1850, je remonte un peu loin historiquement, mais c'est fait exprès, c'est ce qui a permis d'avoir des médias indépendants. Au début du 19e siècle, vous aviez soit des médias qui étaient extrêmement chers, tournés vers une toute petite élite, soit des médias qui étaient financés par des entreprises ou par des partis politiques. Et c'est avec la publicité qui a permis finalement de baisser le prix de vente des journaux en dessous du coût de fabrication qu'on a permis de développer la presse de masse, grand public, ce qu'on appelait les penny papers aux États-Unis parce que c'était les journaux à un penny. Et on a eu cette espèce de parenthèse dorée, tout n'était pas parfait, hein, mais on a eu cette parenthèse dorée finalement des médias entre 1850 et 1950, 60, 70, à peu près un siècle et demi, où vous aviez des médias qui s'en sortaient à peu près économiquement parce qu'ils étaient en partie financés par l'abonnement et par le kiosque et en partie financés par la publicité. Et tout ça s'effondre avec l'augmentation de la concurrence dans le secteur. En fait, ça commence à s'effriter un peu. Les déserts médiatiques, en fait, commencent avec la concurrence de la télé aux États-Unis, puis ça s'accélère avec Internet, où on se retrouve avec, certes, un marché de la pub digitale, mais qui n'est pas pour les médias, qui est pour les GAFA. On ne va pas ouvrir ce débat-là aujourd'hui, mais c'est un autre problème. Ils capturent tout le marché digital. Et on a des médias qui doivent apprendre à vivre sans publicité, tout en restant indépendants. Mais ils ne l'ont jamais fait jusqu'à présent. Avant la pub, ils ne l'étaient pas. Ils l'ont été un peu pendant la pub. Et après la pub, bah, il nous faut un modèle alternatif. Et c'est ça qu'essaie de construire Franck avec Sopress. Anne-Sophie, elle essaie de le penser d'une certaine manière. Et c'est ça aussi qui fait que moi, comme économiste et analyste de ce secteur-là, je pense qu'il est d'autant plus urgent aujourd'hui de sortir les médias de la seule logique du marché. Parce que cette seule logique du marché, quand elle a fonctionné, c'est aussi parce qu'il y avait le marché publicitaire. Et qu'aujourd'hui, en plus, c'est un espèce d'énorme piège qui se referme sur les médias parce qu'ils ont encore besoin de la pub. Mais comme il y a de moins en moins de pubs, finalement, parfois, ils ont un peu tendance, certains, à laisser s'effriter la muraille de Chine entre les annonceurs d'une part et les journalistes de l'autre. Et on voit des trucs qui se développent comme la publicité native ou toutes ces formes de publi-reportage qui posent énormément de problèmes. Il faut qu'on invente des modèles alternatifs. On n'a jamais fait de la presse indépendante sans pub. Il y a des médias qui arrivent à le faire aujourd'hui en ligne. C'est le cas, on parlait tout à l'heure des jours ou de Mediapart, il y en a d'autres. Mais il faut aussi sortir de la logique du marché. La logique du marché, elle a fonctionné un temps parce qu'il y avait la pub. Aujourd'hui, il n'y a plus la pub. Inventons un modèle différent pour l'avenir.
rejoint un petit peu une question qui a également été posée. Finalement, les médias gratuits, est-ce que c'est viable? Est-ce que si on se retire totalement de cette logique de marché et qu'on compte un peu sur le lecteur pour rémunérer notre travail à son bon vouloir, est-ce que ça peut fonctionner? Donc, tu parles de médias sans pub ou de médias gratuits? De médias gratuits. Moi, j'ai toujours un souci avec les médias, enfin en tout cas avec une certaine typologie de médias gratuits. Ça dépend des secteurs, j'ai envie de dire. Moi, je prends notre cas particulier. Society, si on veut faire Society tel qu'on le fait, c'est impossible qu'il soit gratuit. C'est impossible. Il n'y a aucun modèle économique qui peut permettre de faire en sorte que Society soit un média gratuit. Ça n'existe pas. S'il n'y a pas des gens pour acheter le magazine, il ne tient pas. Et tu peux mettre tous les annonceurs du monde, ça ne marchera pas parce qu'on ne pourra pas du tout faire la ligne éditoriale qu'on veut. On pourra pas, parce que pour le coup, on sera très dépendant des annonceurs. Si on regarde les exemples de presse gratuits en France, on ne va pas reparler de Direct Matin, qui est vraiment un cas extrême, mais même 20 minutes, même Feu Métro, on se retrouvait avec quand même des choses qui étaient des fois un peu surprenantes, pour le moins. Donc c'est toujours compliqué quoi, quand tu es un média gratuit. Le seul média gratuit qu'on a, nous, ici, et qui arrive à vivre de sa gratuité, on va dire, c'est sofoot.com, c'est un site internet où là, pour le coup, on a l'avantage d'avoir un secteur où finalement les annonceurs ont peu de raisons d'être interventionnistes sur ce qu'on écrit en fait. Ils s'en foutent. On peut écrire ce qu'on veut, c'est du foot. Ils s'en tapent et ils viennent pour l'audience et voilà, on ne manipule pas une information qui est vraiment qui soit qui puisse être problématique pour eux en fait. Donc ça pose pas de souci et ça pose pas de souci si ce n'est qu'il faut réussir à en vivre et ça a mis vachement de temps à être à l'équilibre. Pendant très longtemps, ce qui peut paraître fou pour les jeunes générations, mais SoFoot.com a été financé par le magazine SoFoot en fait. C'est-à-dire que faut pas croire que SoFoot.com on a monté SoFoot.com pour financer le magazine. C'est l'inverse. C'est pendant 9 ans, le site internet perdait 30 000 euros par mois qui était financé par le magazine papier. La réalité, c'est ça. Et nous, on a monté le site internet. Pourquoi? Pas pour toucher des millions de personnes, parce qu'à l'époque, on cherchait une manière de faire des compléments de salaire aux journalistes qui étaient à l'époque pigistes. Maintenant, on a moins de pigistes, on a plus des gens qui sont ou pigistes permanents ou en CDI, mais à l'époque, on avait quasiment que des pigistes. Et c'était une manière de trouver un complément de salaire pour les pigistes pour qu'ils puissent rester chez nous et qu'ils aient suffisamment de surface médiatique pour écrire, pour pouvoir gagner de l'argent. Et on ne pouvait pas leur filer des salaires trop gros sur SoFoot, le magazine. Et donc, du coup, on les répartissait avec cette nouvelle source. Mais en fait, on a galéré à un point auquel on ne s'attendait pas du tout. Nous, on pensait que ça marcherait parce que tout le monde nous disait Internet, c'est génial, c'est l'Eldorado et tout. Et nous, on était un peu cons, on croyait que c'était le cas. Ben, en fait, ce n'est pas si simple, en vrai. Ça a été très, très compliqué, quoi. Et aujourd'hui, tu te rends compte que le fait de payer l'information, c'est quand même ce qui lui garantit, pour une grande partie des médias, sa qualité et son indépendance. C'est fondamental. Alors, on a beaucoup de questions qui reviennent sur le modèle de l'IB. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? On me demande un peu comment ça fonctionne et est-ce que c'est une bonne alternative? Je ne sais pas si Julia ou Anne-Sophie. Le nouveau modèle de l'IB, c'est ça? Oui. Peut-être Julia, au niveau de ces architectures-là, ça. Ouais, les fonds de dotation, c'est mon dada. C'est intéressant ce qui est en train de se passer à l'IB et le fait de le mettre en comparaison avec ce qui s'est fait à Mediapart, ça montre justement toute la complexité de ce qu'on peut faire pour l'actionnariat des médias et qu'un mot ne peut pas servir de Graal. Et en l'occurrence, le mot fonds de dotation ne peut pas servir de Graal. Le fonds de dotation, c'est très bien pour deux raisons. Un, parce que ça peut garantir la pérennité
de l'actionnariat, c'est-à-dire éviter qu'un média change de main du jour au lendemain. Donc, comme ça, vous garantissez l'indépendance. Et 2, parce que c'est à but non lucratif. Et ça me paraît vraiment important. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que vous ne pouvez pas gagner de l'argent, hein. Vous pouvez être une société commerciale, vous gagnez de l'argent, mais ça veut dire que cet argent, plutôt que de faire en sorte de maximiser les dividendes de vos actionnaires, vous allez le réinvestir dans la production d'une information de qualité. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, le problème du fonds de dotation, c'est que ça ne résout pas du tout les problèmes de gouvernance démocratique. Et notamment, si je devais prendre l'exemple, encore une fois, du Washington Post, on aurait eu Jeff Bezos qui aurait créé la fondation Bezos pour les médias, qui aurait racheté le Washington Post, ou Jeff Bezos qui devient actionnaire direct du Washington Post. En termes de poids que ça donne à Bezos et de rapport, de lien que ça crée aux journalistes, ça aurait été exactement la même chose. Vous avez eu dans un cas ce qu'a fait Mediapart, ils ont créé un fonds de dotation avec un conseil d'administration relativement démocratique qui implique 2 journalistes de Mediapart, des personnalités qualifiées dans une démarche de très long terme qui a été faite avec conjointement l'ensemble des journalistes de Mediapart. Et on dit, ouais, c'est bien, bravo. Il y a peut-être des défauts, hein, je ne dis pas que c'est parfait. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. On va prendre Libé. Comment ça s'est fait à Libé? Il y a eu une annonce d'un fonds de dotation. Les journalistes n'étaient pas au courant. C'est-à-dire, il y a eu la dépêche de presse en même temps que l'information aux salariés. Les salariés n'étaient pas prévenus de ce fonds de dotation. Ils se retrouvent prisonniers sous ce fonds de dotation qui a une gouvernance qui est pour le coup vraiment scandaleuse. Déjà des statuts. Moi, j'adore les statuts. Je suis bien la seule, hein. Mais au moins, si vous voulez faire une émission sur les statuts des entreprises de médias, je peux en parler pendant 3 heures comme ça en direct. Les statuts d'un bout du monde, d'ailleurs, c'est la dernière fois que je fais la pub pour un bout du monde, sont pas mal. Ils sont en ligne sur le site. Mais vous avez des statuts qui font 5 pages, une gouvernance du fonds de dotation de Libé avec 3 membres du conseil d'administration, c'est-à-dire 3 personnes pour décider pour tout le monde. Aucun siège pour les journalistes, aucun siège pour les salariés. Ne parlons même pas des lecteurs. Et en plus, c'est un fonds de dotation qui a été sous-doté par Patrick Drahi, qui fait là son exercice favori, c'est-à-dire de l'optimisation fiscale, puisqu'au passage, il va vouloir obtenir une réduction d'impôt. Donc non, c'est pas bien le modèle de Libé, mais les journalistes en sont bien conscients. Et les journalistes, de ce point de vue-là, ils ont appelé un peu à l'aide, ils se sont quand même mobilisés, ils ont essayé de demander davantage de démocratie, d'avoir une voix, de demander un fonds de dotation mieux doté. Et pour le coup, ce qu'on voit dans le cas de Libération, c'est justement qu'on a besoin encore aujourd'hui d'un espèce d'outil mobile, rapide, efficace, citoyen. Quand les journalistes sont comme ça dans une situation de crise, aujourd'hui, ils se retournent derrière eux, ils voient quoi? Il n'y a rien, il n'y a personne. Et un bout du monde, c'est un peu ça. Un bout du monde, c'est un peu pour dire, bah ouais, demain, quand vous avez les journalistes qui se retournent, il y a quoi? Il y a 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui ont adhéré, qui sont allées sur le site, qui ont donné 5 euros. Et avec ça, on peut faire la différence. Et c'est ça vraiment, je pense, qui me semble important. C'est-à-dire qu'il y a du boulot à faire du point de vue des journalistes, il y a du boulot à faire du point de vue des actionnaires, c'est vrai. Mais nous aussi, comme citoyens, on a aussi les médias qu'on mérite. Donc, faisons en sorte d'avoir des médias auxquels on soit content de faire confiance. Et puis aussi, faisons en sorte de faire notre moitié du boulot. Les journalistes, ils font leur moitié du boulot en produisant l'information dont on a besoin comme citoyens. Faisons en sorte aussi de mettre les journalistes en capacité de bien faire leur travail. Je vous remercie pour votre réponse. Et enfin, on a une dernière question qu'on pose constamment à la fin de nos épisodes. Est-ce que vous avez une recommandation pour les participants, que ce soit un livre, un podcast ou même un film? Moi, je dirais les médias, Le Monde et moi. Merci Julia. Allez voir ce qu'on fait chez Disclose. On n'en a pas trop parlé ce soir, mais c'est une tentative aussi qui s'inspire d'initiatives qui existent à l'étranger. Julia et moi, on fait partie des membres fondateurs. Et l'exemple qui fonctionne bien, c'est le Bureau of Investigative Journalism en Angleterre. Donc nous, on s'inspire clairement de ce modèle, sauf que culturellement, et là encore, je plus sois Julia dans ce qu'elle vient de vous dire, on n'est pas habitué à financer de cette manière-là un journalisme d'investigation totalement indépendant. Donc voilà, on a fait plusieurs enquêtes qui ont été reconnues par l'ensemble de la profession. Et ce qui me plaît, c'est cette liberté, cette indépendance, le choix des sujets, la non-pression de l'actualité qu'on se fixe comme un objectif pour bien faire notre travail, et surtout le fait que chaque enquête
sollicite des médias partenaires qui peuvent compléter l'enquête. Et du coup, je trouve que c'est une façon aussi, et ce sera pour conclure, de cultiver une forme d'interdépendance. Et ça, pour moi, c'est très important entre médias, d'apprendre à travailler ensemble et à se renforcer quand on est sur des lignes éditoriales assez fortes et qui se veulent justement être sérieuses et indépendantes et faire un travail de qualité. Je vous remercie. Et Franck, une recommandation? Bah ouais, je vais faire comme tout le monde, je vais aller mettre de l'argent sur lemondetmoi.org pour avoir une petite part du monde. Un bout du monde, Franck, Un bout du monde. c'est un bon endroit. Demandez-moi, c'est moi. C'est .com. L'étincelle. Vas-y, tu peux le refaire qu'on puisse le montrer. Je la refais. Bah, je vais faire. Ah, je suis très mauvais acteur, mais bon. On imagine que c'est bon, ça tourne. Bah, je vais faire comme tout le monde. Je vais aller mettre un peu d'argent sur un bout du monde.org. Et voilà. Parfait. En tout cas, je vous remercie pour ces échanges et pour toutes les personnes qui nous regardent. Si vous voulez soutenir un autre média indépendant qui est Penser l'après, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux parce que ça nous demande beaucoup de travail d'organiser ce genre de rencontres. Donc, il faut aussi nous soutenir. Et puis, la Society, un bout du monde, tout le monde, parce qu'on en a besoin finalement. Non, puis les jours aussi, Julien en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que c'est des gens qui sont très chouettes et c'est des super journalistes. Et c'est chouette que les gens puissent lire les jours et au-delà même de le financer, c'est bien qu'ils le lisent aussi. Je vous remercie en tout cas vraiment pour ces échanges et d'avoir accepté de vous joindre à nous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et en tout cas on va continuer à vous suivre.